Il faut que les flics sachent que si j'ai le temps de prendre mon arme, je tirerai. Exactement. Après la guerre de 67, j'ai constaté que les Israéliens laissaient passer toutes les occasions qui leur étaient données d'avoir vis-à-vis de leurs voisins arabes, de leurs voisins palestiniens, une attitude comme celle que je souhaite à tous les peuples. Est-ce que vous avez été écouté par les autorités françaises, éventuellement l'opinion française? Avez-vous le sentiment que vous n'avez pas milité pour rien? Alors, si vous voulez, de plus en plus, et notamment depuis 3 ans, depuis la guerre du Liban, je m'aperçois que de plus en plus de Français et de plus en plus de Français juifs se rendent compte qu'Israël va dans le mur. Alors quand on le dit avec force, on vous dit « Oh là là, vous êtes un antisémite ». C'est absurde. En ce qui vous concerne, c'est cocasse. Vraiment cocasse. Mais en revanche, dire aussi « Ah oui, mais Israël fait ce qu'il peut, leur sécurité est en cause, donc il faut bien qu'ils se défendent ». Là, je suis en désaccord complet. Car je pense que dans l'intérêt même d'un Israël qui voudrait être un des États forts de la région et qui peut l'être, leur politique actuelle est désastreuse. Et vous qui êtes l'homme de l'ONU, l'homme de la communauté internationale, l'homme des droits de l'homme, l'homme de l'éthique universelle, dites donc là, il y a un problème concret. Et il y a un problème qui est un problème très facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que les Nations Unies ? C'est une organisation interétatique qui réunit des États souverains. Quand les États sont d'accord sur quelque chose, sur l'aviation civile, sur la santé... Oui, mais quand il n'y a pas de problème, l'ONU, ça marche. C'est quand il y a un problème qu'on se pose une question. Quand il y a un problème aussi grave, c'est-à-dire un problème de paix et de guerre, on a constitué un organe qui s'appelle le Conseil de sécurité. Quelquefois, il marche, lorsque les 5 membres sont d'accord. Mais dans le problème qui nous concerne, le fait qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les 5 membres permanents bloque l'ONU. L'ONU n'est qu'un instrument. Je dis toujours, l'ONU n'est pas une puissance. J'aimerais que ça change. J'aimerais par exemple qu'un secrétaire général élu, mais élu par des citoyens du monde, ait la force de dire aux États, écoutez, vous avez la charte, hein, lisez-la, vous ne faites pas ce que vous avez promis de faire. Moi, je suis là pour vous demander de le faire. Ce serait merveilleux. Je ne suis pas un idéaliste vaseux. Vous n'êtes pas un utopiste, non. Je sais. Mais vous avez tout de même une foi dans le droit international. Oui. Vous avez une conviction que j'ai du mal à partager, Stéphane. Mais oui. Au fond, je n'ai pas votre optimisme. Et moi, ce que j'admire, c'est votre optimisme. Parce que, finalement, les optimistes sont un peu béats et un peu passifs. Et vous êtes un optimiste actif, ce qui est rare. J'essaye. Mais vous savez la raison pour laquelle vous avez une position différente. Vous êtes très jeune. Quand on devient très vieux, on se rend compte que les problèmes que l'on croyait insolubles finissent par être résolus. Je suis convaincu que les Nations Unies, dont on n'arrivera plus à se débarrasser, heureusement, mais vont acquérir par la force des choses, ont déjà acquis sur un certain nombre de problèmes qui paraissaient insolubles, un avantage parce que tout le monde y est. Mon cher Stéphane, vous me convainquez par votre vie. Je ne sais pas si vous me convainquez par votre pensée, mais je ne crois qu'au témoin capable de se faire tuer, comme disait l'autre, et vous avez prouvé que vous êtes capable de vous faire tuer. Et puis, au fond, il n'y a que la vie, l'existence, l'œuvre des hommes, leurs actes qui font foi. Et en ce sens, vous m'inspirez confiance. C'est en quoi je vous considère comme un frère. Car ce que vous dites, justement, sur la nécessité d'avoir un péril, et un péril visible, pour susciter de la fraternité, j'y souscris tout à fait. Je crois que là-dessus, nous sommes d'accord. Sur d'autres choses, nous pouvons diverger un peu, mais là-dessus, nous sommes d'accord. Mitterrand, là, il est en train de me remettre l'ordre de grand officier du mérite, comme par hasard. Depuis
Je suis devenu grand officier de la Légion d'honneur. Ridicule, mais il faut s'y faire. Et me voilà encore, on me voit avec le Dalai Lama. À plusieurs reprises, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme merveilleux, cet homme pacifique, cet homme qui ne veut pas l'indépendance du Tibet. Il veut simplement que les Tibétains aient le droit qu'on leur refuse de pratiquer leur religion. Et voyez-vous à quel point c'est difficile de faire progresser les droits de l'homme. Il y a des années qu'il s'y emploie, avec toute son intelligence, sa sagesse. Et on continue à voir. Tiens, ça c'est une photo, ça c'est Mandela. Et ça a été une de mes joies de me trouver à Middelburg, au milieu de gens qui recevaient des prix de la Fondation Roosevelt. Et Mandela est arrivé, vieux, merveilleux. La reine de Hollande le soutenait tellement on avait de respect pour cet homme extraordinaire. Je voudrais bien trouver une autre image, mais je n'ai pas malheureusement d'image de l'homme en qui je mets maintenant toute ma confiance. Je pense naturellement à Barack Obama. Il a fait connaître sa pensée dans des livres remarquables, celui en particulier qu'il a appelé l'audace de l'espoir, the audacity of hope. C'est un terme que je reprends entièrement à mon compte. Et maintenant, prenons la dernière date, 30 ans plus tard. J'ai en 2007, j'ai 90 ans, 32 plus qu'en 77. Eh bien, là aussi, qu'est-ce que je vais rencontrer? Je vais voir que l'autre problème qui me préoccupe depuis plus de 20 ans, le problème de l'immigration, le problème des malheureux immigrés que l'on prive de leurs papiers, que l'on ne veut pas régulariser et qu'on essaye d'expulser de France pour ne pas peser sur notre identité. Absurde idée, alors que la France, l'identité de la France, est faite d'une succession de mouvements migratoires, depuis les Gaulois et les Romains jusqu'aux Francs et jusqu'aux Celtes et jusqu'aux Italiens, Polonais et autres qui ont apporté, Portugais, Maghrébins, Africains, qui nous ont apporté l'identité que nous sommes. Et que fait le gouvernement de M. Sarkozy? Il nomme un ministre. Il s'appelle d'abord Hortefeux. Ensuite, il s'appelle Éric Besson. Que font-ils? Ils donnent à leur ministère le nom de ministère de l'immigration, de l'identité nationale et de la coopération pour le développement. Et ce ministère, sa tâche principale est de veiller à ce que des gens qui sont en situation clandestine, irrégulière chez nous, qu'on trouve le moyen de les expulser. Premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, ça n'a aucune efficacité, car à peine expulsés, ils reviennent. Mais ça fait bien, ça fait chic. On dit, nous défendons notre identité. Nous ne voulons pas être envahis par des gens qui n'ont pas leur place chez nous. Au lieu d'adopter enfin une politique intelligente d'immigration. Voilà l'objectif que je poursuis depuis longtemps, et voilà que j'en aperçois le grave échec en Europe et en France. Est-ce que je vais me laisser décourager? Bien sûr que non. Bien sûr qu'aujourd'hui encore, je travaille avec mes amis de France Terre d'Asile, avec mes amis de la FIDH, avec mes amis d'Amnesty, avec toutes les organisations qui sont là pour défendre une politique d'immigration intelligente. Et c'est ce qui, j'en suis sûr, tant que je tiens encore à peu près debout, va continuer à me mobiliser. Vous voyez, j'essaye de faire comprendre le genre de bonhomme un peu absurde que vous avez devant vous. Il veut s'engager. Il a appris de Jean-Paul Sartre, quand il était un jeune étudiant, qu'un homme n'est un vrai homme que lorsqu'il est
engagés et qu'ils se sentent responsables. Ça paraît absurde. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie que de s'engager. Mais quand on est une fois saisi par ce démon de l'engagement, parce qu'on se dit que les problèmes, il faut les pousser, il faut les faire progresser, et que même s'il y a échec après échec, il faut continuer à les pousser, et qu'un jour viendra, je ne serai plus là, mes enfants ne seront plus là, mes petits-enfants ne seront plus là, mes arrière-petits-enfants, j'en ai 5 maintenant, ne seront peut-être plus là, mais ces problèmes resteront, et l'engagement pour les faire progresser, pour soulever ce rocher que sont les défis qui se posent aux sociétés humaines, il ne faut jamais y renoncer. C'est un merveilleux magasin. Tu vois, ça tu aimes bien, oui. Il n'a pas de quoi? Si, j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, il faut passer là. C'est gentil, merci. Vous allez bien? On est ensemble, ça va bien. C'était formidable dans les débats. Vous m'avez vu? Ah ben alors. Et j'ai enregistré même. Ah alors, ça c'est chic. Ça c'est Il y chic. en a un qui dit la vérité. Ah bon? Oui, il y en a un au fond qui dit la vérité. Il faut bien que quelqu'un la dise. Hein. On aime bien la rue Daguerre. C'est là qu'il fait bon. Viens voir. Et nous sommes en train de regarder. Et ça, par exemple, tu te souviens, c'est Béatrice de Hollande. Béatrice de Hollande. Et ça, alors ça, c'est la photo avec Arafat, c'est à la Moukata, et c'est bien plus tard que nous avons été ensemble à Gaza. Oui, alors Gaza, c'est en juin 2009, c'est-à-dire quelques mois après l'opération Plomb durci. Nous arrivons à Eretz, nous étions 4, et seuls toi et moi, sans explication, sont admis à entrer, et nos 2 amis sont refoulés. Nous sommes actuellement dans un centre d'éducation par le jeu d'une association palestinienne pour enfants de Gaza, et nous trouvons des enfants très traumatisés, très mal en point. Et ce centre avait pour mission essentielle d'essayer d'apaiser psychiquement ces enfants qui vivent dans une terreur permanente. Dès qu'ils entendent un avion, ils sont complètement désemparés. Il y a beaucoup de choses dans la tête et beaucoup de choses dans le cœur. Dans la tête, c'est l'intelligence. Et dans le cœur, c'est le courage. Et demain, c'est la liberté. Bravo. Merci. Ce qui nous a aussi frappé, c'est l'hôpital qui a été formidablement endommagé. Nous l'avons visité, tous les étages sont démolis et nous avons pu voir le fer complètement fondu. On nous a dit que c'était le résultat des bombes au phosphore. Le plus criminel dans tout ça, c'est que l'on a bloqué ces 1,5 million de Gazaouis dans un endroit sans contact possible avec l'extérieur. Lorsque maintenant des bateaux veulent essayer de leur apporter au moins un peu de nourriture, un peu de médicaments, l'armée israélienne va s'y opposer. Alors, est-ce que c'est perdu ou est-ce qu'on peut espérer que sous la pression internationale qui devrait enfin se réveiller et cesser de laisser Israël jouir de cette épouvantable impunité depuis 40 ans, que quelque chose va enfin bouger, que ce rocher peut être surmonté, élevé pour que nous ayons enfin une paix à laquelle toi et moi nous aspirons maintenant depuis des années. Pourquoi ne pourrait-on pas considérer que les hommes ont la capacité, et je dirais la capacité grâce à la philosophie, grâce à la métaphysique, d'avoir un rapport avec le divin, avec le transcendantal, avec ce qui n'est pas
dans la vie immanente et dont nous avons besoin, dont j'ai le plus grand besoin. J'ai besoin d'anges, j'ai besoin d'êtres qui ne soient pas de la matière dont nous sommes faits.